Ma femme a ruiné nos vies en servant de mère porteuse à son riche patron. Elle a ignoré tous mes avertissements, et maintenant, que son monde s'effondre, elle vient me demander de la compassion. Mais je ne sauve pas celles qui m'ont trahi. Si vous pensez avoir déjà vu des drames familiaux, attendez de découvrir que votre femme a décidé de louer son propre utérus et de me traiter ensuite de méchant. Mon nom est Ian Ramirez, jusqu'à ce moment-là, je croyais avoir tout sous contrôle. Bien sûr, le crédit hypothécaire m'étouffait. Mes enfants semblaient une usine à demande constante. Tous les mois, ils voulaient de nouvelles chaussures de sport qui coûtaient plus cher que ma première voiture, et mon travail dans un cabinet comptable était loin d'être inspirant. Mais n'est-ce pas la vie de la classe moyenne? Nous nageons tous simplement pour ne pas couler avant la retraite. Ce soir-là, j'étais affalé sur notre vieux canapé en cuir, celui que nous avions acheté d'occasion il y a 3 ans parce que nous ne pouvions pas nous offrir le salon que Vanessa convoitait chez Pottery Barn. Je zappais sur Netflix sans rien regarder, comme si c'était un second métier, chercher quelque chose à regarder sans jamais se décider. Les enfants, après 3 heures de bataille pour leur faire comprendre qu'une glace ne comptait pas comme un dîner, s'étaient enfin endormis. Pour la première fois depuis des semaines, la maison était si silencieuse que j'entendais mes propres pensées. Puis Vanessa est entrée dans le salon avec ce sourire étrange qu'elle arbore toujours avant de lâcher une bombe. C'est le genre de sourire qui signifie, s'il te plaît, ne te fâche pas, mais je suis sur le point de ruiner ta journée. Elle s'est assise à côté de moi, et c'était déjà un signe. D'habitude, elle s'asseyait à l'autre bout, collée à son téléphone, à liker les posts de ses anciennes camarades d'école qui prétendent avoir une vie parfaite. Et il faut qu'on parle, a-t-elle dit en s'installant sur le canapé. Personne ne commence une conversation par « il faut qu'on parle » ou pour annoncer une bonne nouvelle. Je savais donc que quelque chose de grave arrivait. J'ai coupé le son de la télé, une série policière où ils résolvent des meurtres en 42 minutes encore plus irréaliste que mes chances d'acheter un bateau un jour. Et je l'ai regardé. « Et qu'est-ce qu'il y a, chérie ?» ai-je demandé, parce qu'après 8 ans de mariage, je n'avais toujours pas appris à faire semblant de dormir quand je sentais un problème arriver. Et là, elle l'a lâché, sans détour, sans préambule, sans ce fameux « nous avons quelque chose d'important à discuter ». Je vais être mère porteuse pour mon patron, Monsieur Calbel. Je jure que le temps s'est arrêté. C'était comme dans ces scènes de film où tout devient silencieux et la caméra se focalise sur le protagoniste. Sauf qu'au lieu d'une musique dramatique, la seule chose que j'entendais était le chien du voisin qui aboyait pour rien, me rappelant que la vie est un pur chaos. Au début, j'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que mon cerveau ne savait pas quelle autre réaction avoir. « Très drôle, Vanessa », ai-je dit en attrapant la télécommande. « On regarde quoi ?» Mais elle n'a pas ri. Elle avait cette expression sérieuse qu'elle n'utilise que pendant les réunions avec les professeurs ou quand on parle de nos dettes. Alors j'ai compris. Ce n'était pas une blague. Ma femme, la mère de mes 3 enfants, était sérieuse, elle voulait porter dans son ventre l'enfant de son patron. « Vanessa, dis-moi que tu plaisantes. » Je l'ai demandé calmement, comme quand je parle à l'un des enfants après qu'il a fait quelque chose d'extrêmement stupide. Elle a secoué la tête. J'ai senti un froid dans l'estomac, comme si je dégringolais dans des montagnes russes sans ceinture. Elle a continué à parler avec un calme effrayant. Sa femme à lui, Claire, ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils avaient essayé pendant des années. Elle avait fait 3 fausses couches et les médecins lui avaient déconseillé de réessayer. Nathan m'en a parlé la semaine dernière et, depuis, j'y pense, a-t-elle dit. Nathan. C'est comme ça qu'elle l'appelait maintenant? Monsieur Calbel, comme d'habitude, ce n'était plus suffisant. À quel moment avait-elle commencé à l'appeler par son prénom et, pire encore, à avoir des conversations privées sur sa vie reproductive? Je n'ai pas répondu avec fermeté. Je n'ai pas crié, mais ma haine était palpable. Ce n'est pas une simple aide. Ce n'est pas comme garder leur chien pendant qu'ils voyagent. Cela peut nous détruire. Elle a levé les yeux au ciel, comme si j'exagérais. Lien, je n'ai pas une liaison. C'est une procédure médicale. Je les aide à fonder une famille. Non, tu te rapproches de ton patron, ai-je répliqué, d'un ton plus dur que je ne le voulais. Depuis que je la connais, Vanessa a toujours eu ce besoin exagéré de plaire aux autres, surtout aux figures d'autorité. À l'école, c'était l'élève qui restait après les cours pour nettoyer le tableau, celle qui organisait des groupes d'études pour des professeurs qui ne se souvenaient même pas de son nom. Et maintenant, à 32 ans, elle avait décidé de se proposer comme gestatrice pour son patron, persuadée que cela la rendrait indispensable au travail.
Ce n'est pas ça, a-t-elle dit, avec ce ton tendu qu'elle utilise quand elle sait que j'ai raison. Alors explique-moi, qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, ne croyant pas ce que j'entendais. Elle a insisté, Nathan et Claire sont des gens bien, ils méritent d'avoir une famille. Et notre famille? Ai-je demandé, en montrant du doigt le salon rempli de jouets, de meubles dépareillés, de dessins d'enfants sur les murs. Et nous? Nos enfants? Vanessa m'a regardé comme si j'avais dit une folie. Ça n'a rien à voir avec nous, a-t-elle répondu. C'est mon corps, Ian. Ma décision. Je n'ai pas besoin de ta permission. C'est là que j'ai su. Ce fut le point de rupture, l'instant précis où j'ai compris que nous n'étions plus une équipe, mais deux étrangers partageant un toit et des factures. Ma poitrine s'est serrée, comme si un élastique enlaçait mes côtes. Vanessa, ai-je dit en contrôlant ma voix, si tu fais ça, notre mariage ne survivra pas. Elle m'a fixé quelques secondes et, un instant, j'ai cru qu'elle avait compris, qu'elle réalisait l'absurdité de se proposer pour porter l'enfant d'un autre homme. Mais son expression a changé. Elle a souri froidement, comme si elle avait déjà pris sa décision et faisait seulement semblant de m'écouter par politesse. Alors peut-être, a-t-elle dit en se levant et en ajustant son legging, que tu devrais reconsidérer ce que signifie être un mari. Et elle est partie. Comme ça, sans plus, je suis resté assis devant la télé éteinte, avec la certitude écrasante que notre mariage était fini, même si aucun de nous ne voulait encore l'admettre. Cette nuit-là, j'ai compris une chose, parfois, la personne que vous aimez le plus peut se transformer en un parfait inconnu sans même quitter la pièce. On pourrait penser qu'après avoir lâché une bombe atomique sur notre relation, Vanessa réfléchirait aux conséquences. Mais non. Cela aurait exigé un minimum de conscience de soi, quelque chose qu'elle avait clairement abandonné quand elle avait décidé de devenir le laboratoire vivant de son patron. Les jours suivants se sont répétés comme une version déformée du jour sans fin. Chaque matin, je me réveillais avec l'espoir que tout cela avait été un cauchemar causé par un excès de pizza froide. Mais elle était là, fredonnant joyeusement en préparant le café, comme si elle n'avait pas annoncé qu'elle était prête à détruire notre famille avec le même enthousiasme que quelqu'un commentant ses projets de jardinage. Vanessa, il faut qu'on parle de cette gestation pour autrui, j'essayais, inlassable, comme toujours. Elle se contentait de sourire avec condescendance. J'ai déjà pris ma décision. Nathan et Claire en ont vraiment besoin. Nathan et Claire, elle parlait d'eux comme s'ils étaient de la royauté. Je ne pouvais m'empêcher de penser que Nathan, son patron, n'était qu'un exécutif en costume qui avait piétiné la moitié de l'entreprise pour arriver où il était. Et Claire, une femme riche qui dépensait en sac à main ce que de nombreuses familles ne gagnent pas en un an. Mais bien sûr, nous devions risquer notre stabilité pour eux, car apparemment leur incapacité à concevoir justifiait que nous détruisions ce que nous avions bâti. J'ai tenté d'aborder la question sous tous les angles possibles. L'aspect pratique, Vanessa, tu te souviens comme tu as souffert pendant ta grossesse avec Sophia? Tu as passé des mois sans pouvoir manger correctement, avec le dos en vrac. L'aspect émotionnel, que vont penser nos enfants en voyant leur mère enceinte d'un bébé qui n'est pas leur frère ou leur sœur? Et l'aspect économique, ils ne paient même pas assez pour couvrir les frais médicaux, sans parler de compenser 9 mois de ta vie. Rien n'a fonctionné. Elle avait une réponse à tout, prononcée avec cette assurance arrogante capable de provoquer des guerres. Elle disait que Nathan et Claire aideraient avec les enfants, qu'elle expliquerait à nos petits qu'elle faisait cela par bonté, pour aider une famille. Bien sûr, ces arguments semblaient avoir considérablement renforcé son esprit, altruiste. Et quand j'ai pensé que les choses ne pouvaient pas empirer, sa sœur, Daniela, est apparue. Parce que, bien sûr, ça devait être elle. Daniela a toujours ressenti un mélange de jalousie et de mépris pour Vanessa, pour sa maison, son travail, ses enfants, probablement même pour son shampoing. Alors, quand elle a reçu l'appel avec la « grande nouvelle », elle s'est jointe au club des sœurs solidaires comme si elle était en campagne politique. Ce jeudi-là, alors que j'aidais Noah avec ses devoirs de maths, essayant de me rappeler pourquoi l'algèbre était importante pour un comptable qui passe ses journées à remplir des tableaux que personne ne lit, le téléphone a sonné. C'était Daniela, enthousiaste du « noble geste » de sa sœur, et j'ai compris que le pire était encore à venir. La voix de Daniela avait ce ton doux et artificiel qu'elle utilisait toujours quand elle était sur le point de planter un couteau dans le dos. « Je voulais juste t'appeler pour te dire à quel point je suis fier de Vanessa », a-t-elle dit, avec le calme qui précédait toujours son venin. J'ai serré le téléphone contre mon oreille, essayant que les enfants n'entendent pas la conversation. « Ah oui ? Et pour quelle raison exactement »
Daniela? D'avoir accepté d'être mère porteuse. C'est un acte tellement désintéressé, tellement beau. Tu devrais la soutenir au lieu d'être aussi négatif. Négatif, bien sûr. Parce qu'apparemment, ne pas vouloir que sa femme porte l'enfant d'un autre homme te transforme automatiquement en méchant de l'histoire. Daniela, avec tout le respect que je te dois, c'est une affaire entre Vanessa et moi, ai-je répondu en me contenant. Non, ce n'est pas le cas, m'a-t-elle interrompu avec cet air de supériorité morale qui la caractérisait tant. C'est ma sœur et ce qu'elle fait est extraordinaire. Elle offre le cadeau de la vie à un couple qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est pratiquement un acte sacré. Sacré. Bien sûr. Tu sais ce qui serait vraiment sacré, Daniela? Ai-je répondu. Que Nathan et Claire adoptent l'une des milliers d'enfants qui ont besoin d'un foyer, au lieu de payer ma femme pour leur fabriquer un bébé sur mesure. Il y eut un bref silence. Un instant, j'ai cru que mes paroles l'avaient fait réfléchir, mais elle est rapidement revenue à son discours préparé. Tu es égoïste, Ian. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit d'aider les autres. Et Vanessa a un cœur assez grand pour le faire. Peut-être devrais-tu apprendre à être un peu plus compatissant. J'ai dû me retenir pour ne pas lui dire exactement où elle pouvait mettre sa compassion. Daniela n'était pas assise à côté de moi, à mâchouiller le bout de mon crayon et à écouter chaque mot. Alors j'ai simplement répondu. Merci pour le conseil, Daniela. Je le prendrai en considération. Et j'ai raccroché. Mais Daniela n'était que le premier acte. Le spectacle principal est arrivé le dimanche, juste après la messe. Parce que, bien sûr, une conversation pareille devait se produire précisément au moment où tout le monde était censé se sentir sain et charitable. Alors que Vanessa allait chercher les enfants à l'école du dimanche, sa mère, Evelyne, m'a intercepté sur le parking. C'était une vraie maîtresse de l'agressivité passive. Elle pouvait vous détruire moralement tout en souriant et en vous offrant un plat pour le dîner. Viens, mon cher, a-t-elle dit en passant son bras sous le mien, comme si nous étions de vieux amis, et non deux personnes qui se toléraient à peine. Je voulais te parler de la décision de Vanessa. J'ai soupiré. C'était parti. Deuxième round du « tous contre Ian ». Je ne crois pas que ce soit l'endroit approprié, Evelyne. Ah, quelle bêtise, a-t-elle répondu en tapotant mon bras. Il n'y a jamais de mauvais moment pour parler de faire l'œuvre de Dieu. Elle avait ce sourire parfait de celle qui s'apprête à vous donner une leçon déguisée en bonté. Ce que Vanessa fait est vraiment noble, a-t-elle poursuivi. Elle apporte la vie au monde pour des personnes qui ne peuvent y arriver seules. Tu devrais être fier d'elle, pas essayer de l'en empêcher. Noble. Un autre mot qui semblait être devenu à la mode dans cette famille. Evelyne, je comprends que tu penses, ai-je essayé de dire. Je ne pense pas, mon cher. Je sais, m'a-t-elle interrompu. J'ai élevé 3 enfants et je sais ce que signifie le sacrifice. Vanessa fait un sacrifice magnifique, et en tant que mari, tu devrais la soutenir, au lieu de la faire se sentir coupable de faire ce qui est juste. Juste. Ce qui aurait été juste, c'est qu'elle me parle avant d'accepter une chose pareille. Ce qui aurait été juste, c'est de penser à comment cela affecterait nos enfants, notre mariage, toute notre vie. Mais apparemment, j'étais le seul à m'en soucier. Est-ce que quelqu'un a seulement considéré, ai-je dit à voix basse en essayant de rester calme, que Vanessa aurait peut-être dû en parler à son mari avant d'accepter de porter l'enfant d'un autre homme. Le sourire d'Evelyne n'a pas changé, mais sa main a serré mon bras avec force. Le mariage, c'est soutenir les rêves de l'autre, pas les bloquer par égoïsme. Égoïsme. Bien sûr. Parce que ne pas vouloir que sa famille devienne un spectacle, c'était de l'égoïsme. Parce que penser que sa femme devrait prioriser son propre foyer avant les désirs de son patron, c'était de l'égoïsme. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis et que Vanessa eut pris un de ses interminables bains, je l'ai attendue dans la cuisine. Nous nous sommes assis face à face à la table où nous avions partagé des milliers de repas, aidé les enfants à faire leurs devoirs, planifié des vacances que nous ne pouvions jamais nous payer et rêver d'un futur qui, clairement, n'allait pas arriver. Vanessa, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux, il faut que tu m'écoutes attentivement. Si tu vas jusqu'au bout avec cette histoire de mère porteuse, notre mariage est terminé. Elle m'a observé en silence. Un instant, j'ai cru voir une lueur de doute dans son regard, comme si elle comprenait enfin ce qu'elle était sur le point de perdre. Mais ça n'a pas duré. Son expression s'est durcie, elle a croisé les bras et a lâché la phrase qui résonne encore dans ma tête.
Alors peut-être que tu devrais reconsidérer ce que signifie être un mari. La voilà de nouveau. La même phrase, prononcée avec la même froideur calculée, comme si j'étais le problème, l'obstacle sur son chemin. C'était son ultimatum, prononcé avec la chaleur humaine d'un contrôle fiscal, soit je la soutenais, soit je me mettais en travers. Avec le recul, je peux le dire avec une certitude absolue, ce fut l'instant précis où notre mariage est mort. Tout ce qui est venu après n'a été que le lent processus de débrancher les machines. 3 mois ont passé. 3 sacrés mois à marcher sur des œufs, à dormir à côté d'une inconnue et à faire comme si tout allait bien tandis que ma femme se préparait à être inséminée avec le sperme d'un autre homme. Oui, vous avez bien lu, insémination artificielle. Parce que même pour détruire un mariage, il y a des protocoles cliniques à suivre. Durant ces mois, je nourrissais encore un minuscule espoir. Peut-être qu'elle se réveillerait un matin et réaliserait l'absurdité de sa décision. Peut-être qu'elle regarderait nos enfants Noah, avec son sourire de travers, Sophia, avec son entêtement constant, et la petite Lily, qui se glissait encore dans notre lit à chaque orage et se rappellerait qu'elle avait déjà une famille qui valait la peine d'être protégée. Mais j'ai appris que l'espoir n'est qu'un nom élégant pour la déception. Le matin où tout est devenu réel a commencé comme n'importe quel mardi dans notre enfer de banlieue. J'étais en bas, en train de préparer du café dans cette vieille cafetière. Elle faisait un bruit d'animal agonisant, mais elle produisait encore une tasse décente, quand j'ai entendu ses pas dans l'escalier. Ce n'étaient pas les pas pressés habituels. Vanessa était toujours en retard partout. Cette fois, ils étaient lents, lourds, délibérés comme si elle marchait vers sa propre exécution, ou vers la mienne. Elle est apparue sur le seuil de la cuisine, vêtue de ce vieux peignoir rose qu'elle gardait depuis l'université, avec une tache de café sur le devant que même l'eau de Javel la plus forte n'aurait pu enlever. Ses cheveux étaient tirés en un chignon désordonné, de ceux qui semblent improvisés mais qui ont certainement pris plus de 20 minutes à réaliser. Dans sa main, elle tenait quelque chose et, à la façon dont elle le serrait, j'ai compris qu'elle apportait un message qui allait tout changer. Lien, a-t-elle dit avec ce mélange étrange de peur et d'enthousiasme que j'avais déjà entendu quand elle avait annoncé les grossesses de Noah et Sophia. Mais cette fois, le son de ces mots m'a fait sentir le sol se dérober sous mes pieds. J'ai reposé ma tasse de café sur la table, celle que Sophia avait peinte en cours d'art plastique avec le message « Le meilleur papa du monde », de travers et plein de couleurs. Et je les regardais. Une partie de moi voulait prendre la fuite, saisir les clés, monter dans ma vieille Honda Civic et conduire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence ou que je tombe sur l'océan. Mais l'autre partie, qui savait déjà que ce moment arriverait, est restée immobile, attendant l'inévitable. Ça a marché, a-t-elle dit en brandissant le test de grossesse comme un trophée. Je suis enceinte. Et voilà le point de non-retour. L'instant où l'absurde devenait réel et l'irréversible prenait forme. Ma femme était enceinte de son patron. Elle se tenait droite, avec un sourire de triomphe, comme si elle venait d'accomplir quelque chose d'admirable. Moi, de mon côté, je ne pensais qu'à une chose, c'était le début de la fin. Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté, je ne l'ai pas insulté et je n'ai pas demandé d'explication. Je l'ai simplement regardé avec un calme qui m'a surpris moi-même et j'ai répondu ce qui faisait sens. D'accord. 2 mots qui ont scellé la fin de notre mariage. Elle a cligné des yeux, attendant autre chose, une attaque, des excuses, une scène qui lui donnerait des raisons de se justifier. Mais je n'ai rien offert, j'ai juste levé ma tasse et repris une gorgée. C'est tout ? A-t-elle demandé d'une voix tremblante entre la confusion et la colère. C'est tout ce que j'ai à dire, ai-je répondu en haussant les épaules. Sa décision avait été prise des mois auparavant. Nous en avions discuté 1000 fois. Elle savait exactement ce que je pensais et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Vanessa, ai-je finalement dit, tu as choisi il y a 3 mois. Maintenant, c'est à mon tour de choisir. Je suis monté à l'étage, me suis habillé pour le travail et embrassé les enfants comme si c'était un matin normal. Je n'ai même pas essayé de préparer le petit déjeuner tout en jouant avec la tablette. Sophia pleurait parce que son t-shirt préféré était sale, et Lily, dans sa chaise haute, se barbouillait de yaourt. Le chaos normal. Le beau chaos. Avant que tout ne devienne un désastre complet, Vanessa m'a accompagné à la porte, toujours en peignoir, tenant le test de grossesse comme un objet sacré. Lien, il faut qu'on parle de ça, a-t-elle dit d'un ton qui a failli m'attendrir. Presque, ai-je répondu en prenant les clés dans le bol en céramique que Sophia avait fabriqué à l'école. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis sorti de la maison,
j'ai conduit jusqu'au bureau et j'ai passé 8 heures devant mon écran, à taper des chiffres dans des tableaux tandis que mon mariage s'effondrait au ralenti. À midi, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Ryan Delgado, un avocat spécialisé en divorce avec qui j'avais joué au baseball au lycée. Ryan, c'est Ian Ramirez. J'ai besoin d'un avocat. Il y eut un bref silence, suivi d'un soupir. Qu'est-ce que tu as encore fait, Ian? Ce n'est pas ce que j'ai fait, ai-je répondu à voix basse, en regardant autour de moi pour m'assurer que personne n'écoutait. C'est ce qu'elle a fait. Elle est enceinte de son patron. Le silence qui suivit dura plus longtemps. Désolé, a-t-il dit enfin. Elle dit que c'est comme mère porteuse pour son patron et sa femme. Je lui avais dit de ne pas le faire. Elle l'a fait quand même. Maintenant, j'ai besoin de savoir ce que je peux faire. D'accord, viens demain matin de bonne heure. Il faut qu'on en parle en personne. 2 jours plus tard, les documents étaient prêts. Le divorce rédigé avec une précision chirurgicale. J'ai demandé la garde de mes enfants, la moitié de la valeur de la maison et aucune obligation concernant le bébé qu'elle attendait. Ryan a envoyé les papiers directement à son bureau. Si elle avait pris des décisions sans me consulter, je pouvais lui rendre l'appareil. Le soir même, elle m'a appelé en pleurant tellement qu'on la comprenait à peine. « Tu ne peux pas être sérieux, Ian. C'est impossible. » Mais je n'avais jamais été aussi sérieux. Je t'avais prévenu de ce qui allait arriver, ai-je dit, depuis le parking d'un café où je m'étais arrêté pour ne pas me disputer devant les enfants. Tu n'as pas voulu me croire. Ce n'est pas ma faute. Même son patron, Nathan Kalbel, a essayé d'intervenir. Il m'a appelé ce soir-là avec cette voix empreinte d'une fausse empathie que les riches utilisent pour essayer de paraître humains. Ian, je crois qu'il y a eu un malentendu. Ce que Vanessa fait pour Claire et moi est quelque chose de beau. Un cadeau. Tu devrais en être fier, pas en colère. Un cadeau. C'est comme ça qu'il a appelé la destruction de ma famille. Monsieur Kalbel, ai-je répondu froidement, vous avez loué le corps de ma femme. Cela a détruit mon mariage. Ce problème est désormais le vôtre, pas le mien. Débrouillez-vous. J'ai raccroché sans attendre de réponse. Peu importait son argent et sa position. Je n'allais pas lui permettre de me dicter mes sentiments. Cette nuit-là, allongé à côté d'une femme qui portait dans son ventre l'enfant d'un autre homme, j'ai compris quelque chose qu'on apprend quand le vivant, la trahison ne vient pas toujours avec des cris ou des larmes. Parfois, elle arrive déguisée en sourire victorieux et en test de grossesse posé sur la table du petit déjeuner. Et le plus ironique, c'est de découvrir que le divorce n'efface pas une personne de votre vie. On pense qu'avec la signature des papiers, tout s'arrête, mais non. Elle était toujours là, dans la même maison, avec la même apparence de normalité, tandis que l'enfant de son patron grandissait en elle. Les jours suivants semblaient se dérouler dans une version déformée de la réalité. Vanessa refusait de déménager, insistant sur le fait qu'elle avait besoin de stabilité pendant ce processus si difficile. Apparemment, porter dans son ventre l'enfant de son patron est plus compliqué qu'on ne l'imagine. Qui l'aurait cru? Et c'est ainsi que nous sommes restés coincés dans une sorte de limbe domestique absurde. Nous partagions la même maison, 2 enfants et un crédit, mais nous ne partagions plus rien du tout. Vanessa s'est installée dans la chambre d'amis, celle dont nous disions toujours qu'un jour nous la transformerions en bureau, quand nous aurions de l'argent et de la motivation. Maintenant, cet espace ressemblait à un entrepôt de magasins pour bébés, des cartons empilés de vêtements de nourrissons, des biberons, des couches, un berceau à moitié monté appuyé contre le mur, et assez de vitamines prénatales pour approvisionner un bataillon de femmes enceintes. Tout sentait un mélange inconfortable de plastique neuf et de promesses brisées. Le pire n'était pas le rappel constant que ma femme portait l'enfant d'un autre homme. Non. Ce qui était vraiment insupportable, c'était qu'elle continuait à agir comme si j'étais toujours son mari, comme si j'avais encore l'obligation morale de prendre soin d'elle durant cette phase de sa vie. C'est ainsi qu'elle appelait sa grossesse, son « voyage », comme si elle gravissait une montagne sacrée et non pas portait l'enfant de son patron. « Ian, tu peux m'apporter des cornichons en rentrant du travail ?» m'écrivait-elle par message, comme si je faisais encore partie de sa routine. « Ian, tu peux m'aider à monter le berceau ? Je ne peux pas soulever de poids. » « Ian, tu pourrais m'emmener chez le médecin ? Nathan et Claire sont en Europe ces 2 semaines. » Chaque fois que je lisais un de ces messages, je sentais un mélange de colère et de perplexité. Est-ce qu'elle croyait vraiment que tout cela était une sorte de pause temporaire dans notre mariage,
que ma demande de divorce n'était qu'une tactique émotionnelle pour attirer l'attention? Ma réponse est devenue presque automatique, un réflexe, 6 mots courts, ferme et froid. Ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon problème. La première fois que je l'ai dit, Vanessa m'a regardé comme si je l'avais frappée. À la 10e fois, elle se contentait de froncer les sourcils, fatiguée par ce qu'elle appelait mon manque d'empathie. Mais pour moi, ce n'était pas de la cruauté, c'était une conséquence. Pendant que j'essayais de rester émotionnellement détaché, elle affrontait les réalités physiques de la grossesse, des nausées qui duraient toute la journée, des envies ridicules qui la faisaient sortir en pleine nuit à la recherche de glace au cornichon, et une fatigue qui la faisait s'endormir assise devant la télévision. Et quand le romantisme d'être mère porteuse a commencé à s'effriter, vers qui s'est-elle tournée pour trouver du soutien? Pas vers Nathan et Claire, qui profitaient de leur vie de luxe, ni vers sa sœur Daniela, spécialiste pour donner des conseils à distance, absente quand les choses devenaient difficiles, ni vers sa mère Evelyne, qui semblait soudain développer une surdité sélective dès que Vanessa l'appelait pour demander de l'aide. Elle venait vers moi, le même homme à qui elle avait tourné le dos quand je lui avais demandé de ne pas détruire notre mariage pour un acte d'altruisme mal compris. C'était toujours la même chose, d'abord, elle faisait semblant de pouvoir tout gérer seule, convaincue qu'elle était forte et n'avait besoin de personne, mais inévitablement, la réalité la rattrapait. À 3 heures du matin, quand le bébé semblait pratiquer des arts martiaux dans son ventre, elle apparaissait à ma porte. « Rien, chuchotait-elle, tu es réveillé ?» Je restais immobile, les yeux au plafond. Je pouvais entendre sa respiration de l'autre côté et, en moi, une guerre faisait rage. Une partie se rappelait les années partagées, les nuits où je lui tenais les cheveux quand elle était malade, ou celles où nous nous relayions pour nous occuper de Noah pendant une otite. Mais l'autre partie, celle qui était encore blessée par sa décision égoïste, me maintenait en place. « S'il te plaît, Yin, insistait-elle certaines nuits, le bébé n'arrête pas de bouger et ça fait mal. J'ai peur que quelque chose ne va pas. » C'est à ce moment que je prononçais, avec la voix la plus froide que je pouvais rassembler, ma phrase habituelle. « Ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon problème. » Le silence qui suivait était lourd, presque étouffant. Parfois, elle restait quelques minutes, espérant que je change d'avis. D'autres fois, elle s'en allait en pleurant sans bruit. Et même en sachant que cette scène aurait dû me briser le cœur, tout ce que je ressentais était de la colère. Elle avait pris la décision et elle en payait maintenant les conséquences. Même les voisins ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Un matin, alors que je sortais les poubelles, Monsieur Pierre, un retraité méticuleux qui consacrait sa vie à arroser sa propre pelouse et à observer celle des autres, m'a arrêté. « Rien, a-t-il dit en regardant vers la fenêtre de la cuisine, tout va bien par ici ?» Vanessa semble épuisée. J'ai suivi son regard. Elle essayait d'attraper un pot sur l'étagère, son ventre rond rendant chaque mouvement difficile. Elle semblait frustrée, vulnérable. 6 mois plus tôt, j'aurais couru l'aider. Maintenant, j'ai simplement haussé les épaules. Elle a choisi son chemin. J'ai répondu, qu'elle se débrouille. Monsieur Pierre m'a regardé comme si je venais d'avouer un crime. Mais elle est enceinte, mon garçon. Peu importe ce qui s'est passé entre vous, elle a besoin d'aide. Alors que son patron l'aide, ai-je répondu en poussant avec force le sac poubelle dans la benne. C'est son enfant, pas le mien. Le vieil homme a secoué la tête, interloqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais ce n'est pas bien. Un homme n'abandonne pas sa femme quand elle porte un enfant. Je suis resté silencieux, sans envie d'expliquer que cet enfant n'était pas le mien et ne le serait jamais, car même si nous partagions encore le même toit, nous vivions déjà dans des mondes complètement différents. Une épouse ne tombe pas enceinte d'un autre homme. C'est ce que je lui ai répondu, fatigué que tout le monde agisse comme si j'étais le méchant de l'histoire. Je n'avais rien fait d'autre que dire la vérité. Nathan Calbel voulait un bébé. Eh bien, maintenant il en avait un. C'était à lui de gérer tout ce que cela impliquait. Le problème, c'est que Nathan et Claire se sont révélés complètement inutiles quand la réalité de la grossesse a frappé à la porte. Ils étaient excellents pour apparaître dans les moments agréables, les échographies, les rendez-vous médicaux pour discuter des tests génétiques ou des dates d'accouchement, ces conversations creuses sur les fonds universitaires ou les couleurs de la chambre du bébé. Ils arrivaient avec des cadeaux coûteux, des sourires faux et des promesses de soutien qu'ils ne tenaient jamais. Mais quand Vanessa avait besoin de quelqu'un pour lui tenir les cheveux pendant qu'elle vomissait, ou pour l'aider à se relever du canapé parce que son centre de gravité semblait être sur une autre planète, Nathan et Claire n'étaient pas là.
Ils avaient des vies bien remplies, lui avec ses réunions de direction et ses parties de golf, elle avec ses galas caritatifs et ses séances de spa. Tout ce qui était désagréable, physique et réel, retombait sur les épaules de celui qui aurait dû être le mari sauf que je ne l'étais plus. Nous partagions la maison, oui, mais c'était tout. Les avocats s'occupaient de diviser 8 ans de mariage en catégories légales comme s'il s'agissait de pièces d'inventaire. J'étais simplement le colocataire qui savait quelle marque de vitamine prénatale ne la rendait pas nauséeuse, ou où elle cachait la bonne glace, mais qui n'avait aucun intérêt à lui faciliter la vie. Car il y a une chose que presque personne n'admet, l'amour ne suffit pas toujours. Parfois, le respect vaut plus que l'affection, et protéger sa santé mentale devient plus important que de tout encaisser pour paraître être la meilleure personne. Vanessa avait choisi les intérêts de Nathan et Claire avant les miens, leur avenir avant le nôtre, leur bonheur avant la stabilité de notre famille. Alors maintenant, elle devait vivre avec les conséquences de ses décisions, complètement seule, comme elle l'avait voulu depuis le début. 9 mois. C'est le temps qu'il faut pour créer une vie, détruire un mariage et perdre complètement la raison. Quand Vanessa est entrée dans son 3e trimestre, notre maison s'était transformée en une sorte de spectacle sur l'épuisement émotionnel. Elle marchait de manière pataude, se plaignait de ses chevilles enflées et du bébé qui semblait jouer au football dans son ventre. Pendant ce temps, j'avais perfectionné l'art d'être présent physiquement, mais absent émotionnellement. C'était comme regarder un accident au ralenti, on sait que le dénouement sera un désastre, mais on ne peut pas détourner le regard. Chaque jour apportait une nouvelle dispute ou un rappel que ma femme portait l'enfant d'un autre homme tandis que je comptais les jours pour être légalement libéré de cet enfer. L'accouchement a eu lieu un mardi de mars, car les bébés ne savent pas non plus choisir des jours convenables. J'étais au bureau, à relire des rapports trimestriels, quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Le premier appel venait de Vanessa. J'ai laissé sonner. J'avais appris que répondre ne menait qu'à des demandes que je n'avais pas l'intention d'honorer. Il y a eu un 2e, un 3e, un 4e appel, jusqu'à ce que je décroche, persuadé que la maison était peut-être en feu. Rien. Halte-t-elle d'une voix chargée de panique. C'est le moment. Un instant, mon cerveau est repassé en mode Marie, cette impulsion que j'avais ressentie à la naissance de Noah, Sophia et Lily, courir, prendre le sac d'hôpital, conduire comme un fou en essayant de me souvenir des conseils des cours de préparation à l'accouchement auxquels je n'avais jamais prêté attention. Mais la réalité m'a frappé soudain, froide comme un seau d'eau glacée, ce n'était pas mon enfant, ce n'était pas mon urgence. C'était le grand moment de Nathan et Claire, l'aboutissement de leur coûteuse expérience de fertilité, la réponse aux prières de riches. D'accord, ai-je dit d'une voix neutre. Alors appelle Nathan. Je l'ai déjà fait, a-t-elle répondu. Et il est en réunion. Sa secrétaire a dit qu'elle essaierait de le joindre. Appelle Claire. Mais elle est dans un spa à Napa. Elle ne répond pas rien, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai coupé la communication. J'ai simplement appuyé sur le bouton rouge et suis retourné à mes documents. Qu'est-ce qu'on attendait de moi? Que je me précipite à l'hôpital pour assister ma femme donnant naissance à l'enfant de son patron, que je lui tienne la main tandis qu'elle mettait au monde le bébé d'un autre homme. Que je coupe le cordon qui la lierait à l'héritier de quelqu'un d'autre? Non merci. Le téléphone a continué à sonner. Probablement, Vanessa appelait de l'ambulance ou de l'hôpital, désespérée de ne pas être seule, mais elle avait pris sa décision il y avait longtemps, et je ne faisais plus partie de son « nous ». Vers 15 heures, le téléphone de mon bureau sonna. « Monsieur Ramirez », dit une voix féminine. « Je vous appelle de l'hôpital. Votre épouse Vanessa nous a demandé de vous contacter. Elle vient de donner naissance à un petit garçon en bonne santé et voudrait savoir si vous pouvez venir. » Je ne suis pas le père, répondis-je avant qu'elle ne tente de me persuader. Appelez Nathan Calbel. C'est lui le père. Silence. Ce genre de silence inconfortable quand quelqu'un se rend compte qu'il vient de mettre le doigt dans un engrenage bien trop compliqué. Monsieur, Madame Ramirez est très bouleversée. Elle vous demande. Je ne viendrai pas, l'interrompis-je. Appelez Calbel. C'est son enfant, c'est son problème. Je lui donnai le numéro du bureau de Nathan et raccrochai. Je passai le reste de l'après-midi à essayer de me concentrer sur mon travail, tandis qu'une sensation étrange traversait mon estomac. Ce n'était pas de la culpabilité, celle-là était partie depuis longtemps. C'était autre chose, peut-être du soulagement. Le soulagement que tout soit enfin terminé, que cette grossesse, qui avait été une tempête constante dans nos vies, soit arrivée à son terme.
Ou peut-être était-ce simplement l'anticipation de ce qui allait venir maintenant, le bébé existait vraiment, il n'était plus seulement une menace abstraite. Ce soir-là, j'allais chercher nos enfants au centre de loisirs, comme n'importe quel autre jour. Noah était enthousiaste parce qu'il avait eu une bonne note pour son projet de science sur les volcans. Sophia, elle, était de mauvaise humeur parce qu'un camarade lui avait volé sa gomme préférée. Et Lily, avec son innocence habituelle, demanda si on pouvait manger des crêpes pour le dîner. C'étaient des problèmes d'enfants, simples, quotidiens et beaux, sans aucun lien avec la gestation pour autrui, les patrons millionnaires ou les bébés d'autrui. Où est maman demanda Lily tandis que je l'aidais à attacher sa ceinture de sécurité. Elle est à l'hôpital, répondis-je. Mais est-ce qu'elle a dû aider quelqu'un aujourd'hui? Est-ce qu'elle est malade demanda Sophia, inquiète. Je secouai doucement la tête. Non, ma chérie, tout va bien. C'est juste quelque chose en rapport avec le travail. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Vanessa avait clairement dit que toute cette histoire de mère porteuse était pour faire avancer sa carrière, impressionner Nathan Kalbel et assurer sa position dans l'entreprise. Alors oui, c'était du travail. Ce soir-là, nous commandâmes une pizza et, à ma grande surprise, ce fut l'une des soirées les plus tranquilles et les plus joyeuses que nous ayons eues depuis des mois. Sans les sautes d'humeur de Vanessa, sans dispute, sans silence tendu, l'ambiance était étrangement paisible. La maison respirait enfin. À 20h, alors que les enfants étaient déjà couchés, mon téléphone sonna. C'était Vanessa qui appelait de l'hôpital. Sa voix semblait fatiguée, avec un ton qui aurait pu être du regret. Elle murmura, presque comme si elle craignait d'être entendue. « S'il te plaît, viens. J'ai peur. » Pendant une seconde, quelque chose en moi se brisa. Pas assez pour changer d'avis, mais assez pour me rappeler que je l'avais aimée un jour. Je l'avais assez aimée pour l'épouser, avoir 3 enfants et rêver de vieillir ensemble, en voyant nos petits-enfants jouer dans le jardin. Mais parfois, l'amour cesse d'être suffisant. Appelle Nathan, dis-je, d'un ton plus doux qu'à l'ordinaire, mais ferme. C'est lui le père, pas moi. Nathan est occupé. Le bébé est magnifique, Yin. Il a les plus petits doigts que j'ai jamais vus. Il est parfait. J'ai juste besoin de quelqu'un qui s'inquiète pour moi. C'est là que j'ai tout compris. La vraie tragédie de sa décision n'était pas la trahison, mais la solitude qui a suivi. Elle a passé 9 mois à être la gestatrice d'une famille qui ne la voyait que comme un moyen pour atteindre leur propre fin heureuse. Et maintenant, tandis que Nathan et Claire célébraient leur miracle probablement dans un restaurant chic, elle était alitée dans un lit d'hôpital, seule, effrayée et vidée. Je ne pouvais plus être son sauveur. Je l'avais prévenue. Je lui avais dit exactement ce qui se passerait, mais elle avait choisi de ne pas me croire. Vanessa, murmurai-je en regardant par la fenêtre vers le jardin, où la balançoire des enfants était vide. Tu as pris cette décision. Maintenant, vis avec. Je raccrochai. Je ne serai plus son plan B. Je ne serai plus l'homme qui arrivait à la rescousse chaque fois que ses priorités s'effondraient. J'en avais assez d'être le mari qui se retrouvait en bas de sa liste. Une fois que son patron et ses ambitions furent satisfaits, le bébé naquit sain et parfait, comme elle l'avait dit. Des jours plus tard, Nathan et Claire arrivèrent à l'hôpital avec des fleurs, du champagne et certainement un photographe pour immortaliser le moment magique. Ils eurent leur fin heureuse, leur bébé sur mesure. Et moi, de mon côté, je me retrouvais avec la tâche d'apprendre à reconstruire ma vie sans la femme qui avait été mon axe pendant 8 ans, celle qui avait décidé de donner la partie la plus intime d'elle-même à un autre homme. Le fond du gouffre ne fut pas aussi dévastateur que je l'imaginais. Ce n'est pas une chute douloureuse, mais une sorte de résignation silencieuse. On s'habitue au vide, comme à un vieux fauteuil, inconfortable, mais familier. Vanessa revint de l'hôpital 3 jours plus tard, pâle, épuisée, comme un spectre, essayant de reprendre une routine qui ne lui appartenait déjà plus. Elle errait dans la maison comme une somnambule, le bébé dans les bras, me regardant avec ses yeux vides qui semblaient supplier de terminer. Mais il n'y avait plus rien à réparer. Quand vous êtes l'homme qui a prévenu que le bateau allait couler, personne ne veut entendre un « je te l'avais dit ». Ils veulent juste que, d'une manière ou d'une autre, vous répariez l'irréparable. Mais je n'étais pas un héros domestique. La première semaine fut presque tragicomique. Vanessa errait dans la maison avec son vieux peignoir rose tandis que le fils de Nathan et Claire pleurait jour et nuit. Les bébés ne comprennent rien aux contrats ou aux motivations, ils pleurent, c'est tout.
Elle avait transformé la chambre d'amis en une chambre d'enfants improvisée, remplie d'objets que les Calbel avaient achetés, mais sans se donner la peine de les ranger. L'ironie était douloureuse, ma femme élevant l'enfant d'un autre couple dans la même maison où nos vrais enfants marchaient sur la pointe des pieds, de peur de faire du bruit. Un matin, Lily s'arrêta sur le seuil de la cuisine, vêtue de son pyjama licorne. « Maman, pourquoi le bébé est ici? Tu avais dit qu'il allait vivre avec d'autres gens. » Vanessa resta sans réponse quelques secondes. Parfois les bébés ont besoin de rester un peu avec leur mère de naissance avant d'aller dans leur maison pour toujours, dit-elle avec un sourire forcé. Mère de naissance. C'était comme si elle parlait d'un service de location. Emma, avec sa logique d'enfant de 8 ans, commenta. C'est comme quand on a gardé le chat d'Evelyne jusqu'à ce qu'il aille chez mamie. Vanessa hocha la tête. C'était probablement la chose la plus honnête qu'elle avait dite depuis des mois, car oui, c'était exactement pareil, une responsabilité temporaire, quelque chose qui n'était pas à nous, mais dont tout le monde s'attendait à ce que je m'occupe aussi. Peu à peu, les signes de cette situation commencèrent à envahir notre routine, biberon dans l'évier, boîte de lait infantile sur le comptoir, couches empilées dans la poubelle et la machine à laver tournant sans arrêt, imprégnant la maison de cette odeur reconnaissable entre toutes, mélange de talc et d'épuisement. Au milieu de tout cela, Vanessa me lançait des regards mêlant supplication et ressentiment, comme si elle ne comprenait pas pourquoi je ne me joignais pas à son sacrifice. Le point de rupture arriva 2 semaines plus tard, un jeudi soir. J'étais dans le salon, essayant d'aider Noah avec ses devoirs de maths, tandis que le bébé pleurait sans arrêt à l'étage. Vanessa apparut au pied de l'escalier, le visage défait et les cheveux en désordre, comme si la vie lui était passée dessus. « Lien, tu peux le tenir quelques minutes ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « J'ai besoin de prendre une douche. » Je ne détournai même pas les yeux du cahier d'algèbre de Noah. Je répondis avec le même ton froid que j'avais perfectionné durant des mois. « Ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon problème. » C'était la phrase qui était devenue mon bouclier, ma manière de rester entier dans cet enfer domestique. Mais cette fois, l'entendre tandis que le bébé pleurait et qu'elle tremblait de fatigue me fit ressentir quelque chose de différent, une pointe dans la poitrine, que je ne savais pas si c'était de la culpabilité ou simplement de l'épuisement. Vanessa descendit les escaliers lentement, toujours avec le bébé dans les bras. Ses mains tremblaient, pas seulement de fatigue, mais de la colère accumulée durant des semaines. « Tu sais quoi ?» dit-elle en élevant la voix mot après mot. « J'en ai assez de ton attitude. Tu me dois au moins ça. » C'est alors que je levai les yeux. Noah nous observait, les yeux écarquillés, confus, comme s'il s'attendait à ce que nous commencions à nous lancer des meubles d'un moment à l'autre. Les pleurs du bébé continuaient de remplir la maison comme la bande-son du désastre. « Je te dois ?» demandai-je en me levant, prêt à mettre un terme à cette dispute une bonne fois pour toutes. « Exactement quoi ? » « Du soutien. » hurla-t-elle. « Je suis ta femme. C'est ta maison. Tu ne peux pas faire comme si je n'existais pas. » Je respirai profondément et me tournai vers Noah. « Va dans ta chambre un moment, mon fils. Tout va bien, d'accord ?» Il monta l'escalier en courant plus vite que jamais. Dès qu'il fut parti, tout ce que j'avais contenu pendant des mois explosa en moi, la colère, la frustration, le sentiment de trahison. Je la regardai et dis, à voix basse, mais ferme. « Tu veux savoir ce que je te dois, Vanessa ? » Rien. Absolument rien. Parce que tu n'es plus ma femme, pas dans ce qui compte vraiment. Son visage perdit ses couleurs. « Tu as choisi ça, poursuivis-je. Tu as décidé de tomber enceinte de l'enfant d'un autre homme. Tu as choisi avec plaisir ton patron, de répondre à ses caprices, de le prioriser au-dessus de notre famille, au-dessus de ce que nous avions. Alors ne me parle pas de soutien. Je ne te dois pas d'aide, ni de réconfort, ni rien. » Ce n'est pas comme ça, chuchota-t-elle, mais sa voix n'avait plus de force. « Si, c'est exactement comme ça, répondis-je durement. Si tu veux jouer à être la mère du fils de Nathan Calbel, fais-le. Mais ne me demande pas de continuer à jouer les substituts de mari, pendant que le vrai père ne se montre pas. » C'est alors qu'elle perdit le contrôle. Le bébé pleurait plus fort, elle hurlait, et moi, je restais simplement là, à voir notre relation s'effondrer complètement. « Tu vas m'abandonner ?» hurla-t-elle. « Comment peux-tu être aussi cruel ? » « Je ne t'abandonne pas, dis-je en attrapant mes clés sur le comptoir. J'arrête juste d'être responsable de tes décisions. « Où tu vas ? demanda-t-elle, désespérée.
N'importe où, sauf ici, répondis-je en sortant. Appelle Claire, appelle ta sœur, ta mère ou le pape en personne, mais arrête de m'appeler. C'est fini. Je sortis, montai dans la voiture et roulai sans but pendant près de 2 heures, à écouter la radio et à essayer de me souvenir à quoi ressemblait ma vie avant qu'elle ne devienne un drame ridicule. Quand je suis finalement rentré, la maison était silencieuse. La voiture de Vanessa n'était plus là, ni le bébé. Pour la première fois depuis des mois, le calme habitait les lieux. Les enfants étaient à l'étage, effrayés, mais en sécurité. Mes vrais enfants, ceux qui comptaient, ceux que j'avais essayé de protéger de tout ce chaos. Je préparais des pâtes au fromage en boîte, pas la version bio que Vanessa insistait pour acheter. Nous mangeâmes devant la télé, comme si nous faisions un pique-nique à l'intérieur. Personne ne mentionna le bébé. Personne ne demanda des nouvelles de leur mère, nous profitâmes simplement du silence. Cette nuit-là, après les avoir couchés et m'être assuré qu'ils se sentaient aimés et tranquilles, je me retrouvai seul dans la cuisine. C'est alors que je compris quelque chose d'important, parfois, la manière la plus compatissante d'aider quelqu'un, c'est d'arrêter de le sauver des conséquences de ses propres décisions. Vanessa avait choisi son chemin et devait maintenant vivre avec. Pendant 2 jours, j'expérimentais quelque chose que j'avais presque oublié, la paix. Une paix véritable. La maison recommença à ressembler à un foyer. Nous pouvions dîner de céréales sans que personne ne juge, regarder des dessins animés sans sermon sur le temps d'écran, et respirer sans cette tension invisible qui imprégnait chaque coin. Mais le calme ne dure jamais longtemps. Le 3e jour, ma boîte de messages commença à se remplir. 7 nouveaux messages en moins d'1 heure. C'était comme si Vanessa avait lancé un SOS à tout son cercle. Rien est horrible avec moi. Aidez-moi. Le premier message était, bien sûr, de Daniela, sa sœur. Elle avait pris le rôle de présidente du comité, Yin et le méchant, et semblait le prendre très au sérieux. Sa voix, sortant du haut-parleur, avait le même ton doucereux qu'un audit fiscal. Je n'arrive pas à croire ce que Vanessa m'a raconté. Je suis là, assise dans son salon, à pleurer de façon inconsolable parce que ton propre mari t'a laissé seul avec un nouveau-né. Comment peux-tu être aussi cruel ? Se plaignait Daniela au téléphone, avec ce ton de fausse indignation qu'elle utilisait toujours pour me faire sentir coupable. C'est ta femme, Yin. Ta femme. Où est ton sens des responsabilités ? Je dus rire. Responsabilité. Bien sûr, selon sa logique, j'étais responsable de m'occuper d'un bébé qui n'était pas le mien. Un enfant né d'une décision que j'avais toujours rejetée, prise par des gens qui ne parvenaient même pas à gérer leur propre vie. Mais dans la vision déformée de Daniela, cela faisait tout à fait sens. Le message suivant vint d'une ancienne camarade d'université de Vanessa, Amy Torres, que je n'avais vue qu'une poignée de fois en 8 ans de mariage. Pourtant, elle se sentait en droit de juger tout mon caractère sur la base de la version que Vanessa, probablement en larmes, lui avait racontée. Yin, c'est Amy Torres, une amie de Vanessa de la fac. Je voulais juste te dire que ce que tu fais est répugnant. Elle traverse le moment le plus difficile de sa vie et, au lieu de la soutenir, tu te comportes comme un homme égoïste et cruel. Elle a offert à ce couple le cadeau le plus précieux qu'on puisse faire, et toi, tu l'as puni pour cela. J'espère que tu pourras vivre avec ça. Le cadeau le plus précieux. Mon Dieu, tout le monde semblait suivre le même scénario, comme si porter l'enfant de son patron était un acte de charité, et non une décision insensée qui avait détruit notre mariage. Mais le véritable joyau de cette avalanche de messages vint de sa mère, qui réservait son artillerie passive-agressive pour un message de près de 5 minutes. Yin, mon cher, commença-t-elle avec ce ton sucré qui annonçait toujours un coup de couteau verbal. Je viens de parler avec ma fille et je suis profondément déçu par toi. Quand Vanessa t'a épousé, je pensais qu'elle avait trouvé un homme prêt à la soutenir dans les bons et les mauvais moments, mais je me suis clairement trompé. Elle fit une pause dramatique avant de poursuivre son discours moralisateur. Cette pauvre femme est en ce moment même dans l'appartement de Daniela, avec un magnifique bébé dans les bras, dévastée parce que l'homme qui a promis de l'aimer et de la protéger l'a abandonnée dans son pire moment. Elle est épuisée, effrayée, et affronte tout cela seule, parce que tu as décidé d'être mesquin et vindicatif au lieu d'être le mari dont elle a besoin. Mesquin et vindicatif. C'est ainsi qu'elle qualifia mon refus d'élever l'enfant du patron de ma femme. Pas cohérent, ni digne, mais mesquin. J'ai élevé 3 enfants, Yin, et je sais ce qu'est le sacrifice. Ce que Vanessa a fait de porter un enfant pour un couple qui ne pouvait pas en avoir est un acte de générosité qui devrait te rendre fier, pas te mettre en colère.
Le fait que tu ne vois pas cela en dit bien plus sur ton caractère que sur le sien. Le message continua encore quelques minutes, abordant tout, de mes prétendues valeurs chrétiennes à mon incapacité à être un exemple pour nos enfants. Si je m'étais laissé emporter par son ton de martyr, j'aurais fini par croire que j'étais une sorte de méchant moderne et que Vanessa était une sainte incomprise. Et, juste quand je pensais que le spectacle était terminé, arriva la cerise sur le gâteau. C'était l'heure du dîner, et j'aidai Lily, notre plus jeune fille, à couper ses nuggets de poulet quand je vis sur l'écran du téléphone le nom de Nathan Calbel. Oui, l'homme lui-même qui avait loué le ventre de ma femme. L'audace de ce type méritait son propre pays. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Je voulais entendre quel genre d'ineptie allait sortir de sa bouche. Lien, dit-il de cette voix faussement aimable que les riches utilisent pour essayer de paraître humble. J'espère que tu ne m'en veux pas d'appeler. J'ai eu ton numéro par Vanessa. Bien sûr qu'il l'a eu. Apparemment, ma future ex-femme avait décidé de distribuer mon numéro personnel comme un prospectus. Qu'est-ce que tu veux, Nathan ? Répondis-je en mettant le téléphone en haut-parleur pour continuer à aider Lily avec son dîner. Si j'allais perdre mon temps, autant que cela serve de divertissement. Je voulais juste parler de la situation avec Vanessa et le bébé. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Un malentendu ? Répliquai-je. Peut-être avait-il mal interprété ce petit détail où ma femme portait son enfant. Je ne suis pas sûr de quelle partie tu penses que je n'ai pas comprise, répondis-je en essuyant le visage de Lily couvert de sauce barbecue. Lien, ce que Vanessa a fait pour Claire et moi est extraordinaire. C'est un cadeau inestimable. Elle nous a donné la chance de fonder une famille, de connaître la parentalité que nous pensions impossible. Tu devrais être fier d'elle. Soutiens-la dans cette transition. Transition ? Comme si porter l'enfant d'un autre n'était qu'une étape professionnelle. Nathan, dis-je calmement, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Tu as loué ma femme pour porter ton fils. Tu as détruit mon mariage. Tu as eu ce que tu as payé. Maintenant, il est temps d'en assumer les conséquences. Il y eut un silence. Je pouvais l'entendre chercher une façon de justifier ses actes, de donner un tournant pratique à la conversation. Mais Lien, tu fais toujours partie de cette famille, dit-il de cette voix calculée qu'emploient les hommes habitués à acheter le silence avec de l'argent. Nous sommes tous liés maintenant par ce magnifique petit garçon. Nous devons travailler ensemble, nous soutenir les uns les autres. C'est là que j'ai perdu patience. Cet homme riche et arrogant, qui avait traité ma femme comme une couveuse louée, essayait de me convaincre que nous étions maintenant une famille, comme si sa fortune lui donnait le droit de réorganiser ma vie pour son confort. Et écoute bien, Nathan, dis-je d'une voix si basse que j'en ai senti moi-même le poids venimeux. Nous ne sommes pas une famille, nous ne sommes pas liés, nous ne sommes rien. Tu voulais un bébé, tu en as eu un. Tu as payé pour le corps de ma femme et tu as détruit mon mariage dans la foulée. Il a essayé de m'interrompre, mais j'ai continué. Et le meilleur dans tout ça, Nathan, c'est que ce désastre n'appartient qu'à toi. Bien, je pense que tu ne comprends pas. Non, je comprends parfaitement, coupai-je. Tu pensais pouvoir acheter la parentalité sans en affronter les difficultés. Félicitations. Les difficultés incluent les nuits blanches, les couches et une femme qui a probablement découvert qu'être mère porteuse n'est pas aussi glamour que ça en avait l'air. Mais ce problème est le tien, pas le mien. Mais Vanessa a besoin. Vanessa aurait dû réfléchir avant d'agir, l'interrompis-je à nouveau, sentant le sang bouillir. Elle aurait dû considérer comment cela affecterait sa vraie famille avant d'accepter de porter ton fils. Elle aurait dû écouter son mari quand il l'a averti que c'était une très mauvaise idée, mais elle ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Un instant, j'ai cru que je l'avais peut-être fait comprendre, qu'il commençait à réaliser que l'argent n'achète pas la rédemption et n'efface pas la culpabilité d'avoir détruit une famille. Mais il a repris avec ce ton condescendant et calculé. Lien, je pense que tu es irrationnel. Cela dépasse toi et Vanessa. Il y a un enfant dans l'équation. Ton fils, répliquai-je fermement. Ta responsabilité, ton problème. Je n'ai jamais voulu faire partie de cet arrangement. J'ai prévenu tout le monde que ce serait une erreur, et maintenant je dois en gérer les conséquences. Je n'arrive pas à y croire. Et j'ai raccroché. Parce que riche ou pas, patron ou pas, je ne le laisserai pas me donner des leçons de responsabilité alors qu'il était confortablement installé dans son bureau, complètement étranger au désastre qu'il avait provoqué. Cette nuit-là,
Quand les enfants furent endormis, je suis resté seul dans la cuisine, essayant de digérer le niveau d'audace de tous ces gens. Tous s'étaient tournés vers Vanessa pour la consoler, la traitant en victime, au lieu de la voir comme la femme qui avait pris une série de décisions désastreuses aux conséquences prévisibles. Aucun d'eux ne m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Personne n'a considéré que j'avais le droit d'être furieux que ma femme porte l'enfant d'un autre homme. Personne ne s'est demandé si elle aurait dû penser à son mari avant d'accepter une telle folie. Mais bien sûr, ils avaient tous beaucoup à dire sur mes prétendues fautes en tant que mari et en tant que personne. C'était absurde, et j'étais apparemment le seul à le voir clairement. Si vous n'avez jamais traversé un divorce, laissez-moi vous peindre la scène, c'est comme combiner le pire entretien d'embauche de votre vie avec une endodontie sans anesthésie, et y ajouter l'humiliation de voir des inconnus en costume bon marché disséquer chaque aspect de votre vie d'adulte. Multipliez cela par 1000, et vous aurez une idée de ce que c'est que d'être assis dans une salle d'audience pendant que des avocats débattent de qui garde la bonne vaisselle et si vous êtes, oui ou non, un être humain décent. Tout a commencé 6 mois après que j'ai déposé les papiers, parce que le système légal semble se déplacer à la vitesse de la dérive des continents. Quand nous sommes finalement arrivés au procès, Vanessa s'était déjà habituée à sa nouvelle vie de mère célibataire, vivant dans la chambre d'amis chez sa sœur. Nathan et Claire, quant à eux, semblaient profiter de leur bébé sur mesure et considéraient déjà ma vie conjugale comme morte et enterrée. Mais, fidèle à son style, Vanessa ne pouvait pas simplement signer les papiers et passer à autre chose. Non, elle devait transformer notre divorce en un spectacle en 3 actes, avec elle dans le rôle de l'héroïne tragique et moi en méchant à moustache, abandonnant sa femme enceinte dans ses heures les plus sombres. Son avocat était Adam Foster, un de ces types qui semblent avoir appris à plaider en regardant des séries télé et ont découvert que l'indignation factice payait mieux que le savoir réel. Cheveux parfaitement coiffés, bronzage en bouteille et ce sourire répété qui vous donne envie de vérifier votre portefeuille après lui avoir serré la main. Mon avocat, en revanche, était Ryan Delgado, un vieil ami du lycée avec qui je jouais au baseball. Pendant que j'étudiais la comptabilité, lui a fait le droit. Ce n'était pas du genre tape à accent grave l'œil. Il portait des costumes de grande surface. Contrairement à beaucoup, il se souciait vraiment de gagner ses affaires, pas seulement de bien paraître en les perdant. La salle d'audience était exactement comme on s'y attendrait, boiserie vieillotte, néon qui vous donnait un teint maladif et cette odeur caractéristique des bâtiments publics, mélange de désinfectants et de rêves brisés. Vanessa était à la table du demandeur, comme tout droit sorti d'une séance photo de mère célibataire courageuse. Elle portait une simple robe noire qui coûtait probablement plus que la mensualité de ma voiture. Les cheveux tirés en un chignon qui disait « Je n'ai pas l'énergie de m'occuper de mon apparence ». Même si, bien sûr, elle était impeccable, et cette expression, ce regard de martyr destiné à supporter avec dignité une injustice inimaginable. Derrière elle, dans la zone réservée au public, se tenait son comité de soutien, prêt à applaudir son rôle dans le drame qu'elle avait elle-même écrit. Daniela arborait une expression d'indignation soigneusement répétée, tandis qu'Evelyn essuyait des larmes avec un mouchoir, comme si elle regardait un épisode particulièrement triste d'une série dramatique. Au fond, Nathan et Claire Calbel observaient en silence, comme s'ils assistaient à une pièce intitulée « La pauvre Vanessa et son cruel époux ». Leur simple présence dans la salle était déjà un acte d'audace. Après tout, c'était eux qui avaient déclenché tout ce désastre en louant le ventre de ma femme, et maintenant ils étaient assis là à feindre l'inquiétude, comme des parents affligés, plutôt que les fauteurs de troubles ayant causé la ruine de mon mariage. Adam Foster, son avocat, commença son exposé avec une maîtrise digne d'un acteur chevronné. En quelques minutes, il transforma Vanessa en martyr, une femme désintéressée au cœur noble, qui avait décidé d'aider un couple sans enfant et avait été cruellement abandonnée par son époux pendant sa grossesse. « Votre honneur », dit-il en tendant la main vers elle avec un geste dramatique, « ma cliente incarne le meilleur de la nature humaine. » Lorsqu'elle a appris que son patron et son épouse faisaient face à des problèmes d'infertilité, elle a pris une décision extraordinaire, devenir mère porteuse. Elle ne l'a pas fait pour l'argent ni pour la reconnaissance, mais par compassion. Ce fut un acte d'amour, un don de vie. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ils semblaient tous lire le même scénario. Adam continua son discours, chaque mot chargé d'une fausse émotion, ajoutant que, au lieu de la soutenir dans ce moment de vulnérabilité, son époux l'avait abandonnée. Il avait demandé le divorce pendant qu'elle était enceinte et avait même refusé d'assister à la naissance du bébé. Sa conduite avait été froide, inhumaine et absolument répréhensible. Pendant 20 minutes, il me dépeignit comme un monstre sans âme, un homme qui avait brisé le cœur d'une femme bonne et sacrificielle. Quand il eut terminé,
n'importe qui aurait pensé que je méritais la prison pour crime contre l'humanité. Puis vint le tour de mon avocat, Ryan Delgado, et la situation prit un tournant. Votre honneur, commença-t-il d'une voix ferme, tenant une épaisse liasse de documents, l'histoire que vous venez d'entendre est émouvante, mais malheureusement elle a peu à voir avec la réalité. Ryan s'approcha de la table des preuves et prit une chemise cartonnée. Les faits sont simples. Madame Ramirez a décidé, de sa propre initiative, de porter l'enfant d'un autre homme sans consulter son mari. Lorsque Monsieur Ramirez a exprimé son opposition, elle l'a ignoré. Lorsqu'il lui a expliqué les conséquences que cette décision aurait sur leur mariage, elle les a balayées d'un revers de main. Et lorsqu'il l'a averti que poursuivre ce processus signifierait la fin de leur relation, elle est passée outre et a continué malgré tout. Il ouvrit la chemise et commença à exhiber une série de documents. Votre honneur, je présente comme preuve une série de messages textes entre la demanderesse et sa sœur, dans lesquels elle admet que son mari s'opposait à l'accord depuis le début. J'inclus également des courriels entre Madame Ramirez et son employeur, Monsieur Calbel, où ils discutent des termes de la gestation pour autrui, sans jamais mentionner le refus du mari. Adam bondit de sa chaise. Objection, votre honneur. Ces communications sont privées. Rejeté, intervint le juge Rivera d'un ton las. Continuez, maître Delgado. Ryan sourit comme un requin venant de flairer du sang. Il lut, dans l'un des messages, Madame Ramirez écrit à sa sœur, Yen agit comme un enfant avec ça. C'est mon corps, ma décision. Il n'a pas son mot à dire. Je vis le sang quitter le visage de Vanessa tandis qu'il lisait cette phrase. De plus, ajouta Ryan, il présentait un enregistrement d'une conversation entre les époux. Dans celle-ci, Monsieur Ramirez déclare clairement que si elle poursuivait avec la gestation pour autrui, leur mariage serait terminé. Sa réponse, je cite textuellement, fut « Alors peut-être que tu devrais reconsidérer ce que signifie être un époux ». Le juge leva les yeux, surpris. Vous dites que votre cliente a été avertie des conséquences de sa décision. Exactement, votre honneur, répondit Ryan avec fermeté. Dès le début, Monsieur Ramirez a clairement exprimé sa position. Elle a décidé de prioriser les besoins de son patron au-dessus de son propre mariage. La rupture n'est pas le fruit d'un abandon, mais d'un choix conscient. Adam tenta de reprendre du terrain, arguant qu'un mari doit soutenir sa femme indépendamment des différences personnelles, mais il était trop tard. Les preuves parlaient d'elles-mêmes, les messages, les courriels, l'enregistrement. Tout montrait une femme qui avait pris une décision unilatérale, détruisant sa relation pour ensuite prétendre en être la victime. Le plus ironique fut de voir l'inconfort sur les visages de Nathan et Claire Calbel. Ils s'agitèrent sur leur siège, réalisant que leur acte d'amour avait eu un coup dévastateur pour une autre famille. Ils avaient probablement pensé qu'ils ne faisaient qu'embaucher une femme pour les aider à avoir un enfant, sans considérer qu'ils ruinaient un mariage dans la foulée. À la fin de l'audience de la journée, l'ambiance était complètement différente. Vanessa semblait sous le choc. Son équipe juridique n'affichait plus la même assurance et moi, pour la première fois depuis des mois, je ressentis quelque chose ressemblant à de l'espoir qu'enfin, la vérité ait plus de poids que de fausses larmes et des discours répétés. Une partie de moi nourrissait encore un espoir ténu, non de réconciliation, mais de justice, l'espoir qu'au moins une fois, quelqu'un reconnaisse que je n'étais pas le méchant de cette histoire, mais simplement un homme qui avait essayé de sauver son mariage et avait été ignoré. L'espoir qu'une fois tout cela terminé, je pourrais enfin tourner la page et reconstruire ma vie sans porter les conséquences des mauvaises décisions de mon épouse. 2 semaines après ce spectacle judiciaire qui tenait plus du cirque, je me retrouvais assis sur la même chaise de bois inconfortable, bien que l'atmosphère fût très différente. Il n'y avait plus de tension ni de regard de défi, seulement le froid silence des conséquences légales. Le juge Rivera, un homme âgé aux cheveux gris, des lunettes à monture métallique et une expression de celui qui a vu toute forme de folie humaine, parcourait les documents devant lui avec une lassitude résignée. On devinait qu'il aurait préféré être n'importe où ailleurs plutôt qu'à dicter le destin d'une famille brisée. Quand il commença à parler, sa voix avait le poids de celui qui sait que ses mots peuvent changer des vies à jamais. Ce tribunal conclut que la dissolution de ce mariage est le résultat direct de décisions unilatérales prises par la demanderesse, sans considération des objections claires et répétées de son conjoint. Quelque chose se dénoua dans ma poitrine pour la première fois depuis presque 1 an. C'était la reconnaissance que j'attendais tant, je n'étais pas le méchant. Le juge poursuivit. De plus,
le tribunal estime que la décision de la demanderesse de prioriser ses engagements professionnels au détriment de ses responsabilités familiales démontre un manque de considération pour la stabilité nécessaire au maintien d'un environnement familial sain. Vanessa demeura immobile sur son siège. Son visage, qui jusqu'alors gardait une apparence de dignité et de tristesse contrôlée, se décomposa. Le masque tomba, révélant une peur pure. Son récit dramatique n'avait plus d'effet. Par conséquent, continua le juge Rivera, ce tribunal accorde la garde physique principale des enfants mineurs Noah Ramirez, Sofia Ramirez et Lily Ramirez aux défendeurs, Ian Ramirez. La demanderesse aura droit à des visites supervisées, aux horaires et lieux déterminés par le médiateur désigné par le tribunal. Visite supervisée. C'était la manière légale de dire « Nous ne vous faisons pas confiance pour rester seul avec vos enfants sans causer davantage de dommages ». Le coup de marteau résonna comme un coup de feu sec. En moins de 10 minutes, une relation qui avait mis des années à se construire, 9 mois de drame et 6 mois de bataille judiciaire était officiellement enterrée. Vanessa éclata en sanglots. Pas ces pleurs élégants de cinéma, mais des pleurs désespérés, incontrôlés, de quelqu'un qui comprend enfin que les actions ont des conséquences et que même les meilleurs avocats ne peuvent pas réparer des décisions insensées. Daniela, sa sœur, se précipita pour la prendre dans ses bras et me lança un regard plein de réprobation, comme si tout était de ma faute. « Je ne veux pas les perdre », murmura Vanessa entre ses sanglots, assez fort pour que tout le monde l'entende. Mais je ne pensais qu'une chose, tu aurais dû y penser avant. Je me levai, ajustai la cravate que j'avais achetée spécialement pour ce jour, et la regardai avec une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Tu aurais dû y penser avant d'accepter d'être la mère porteuse de l'enfant d'un autre homme, dis-je d'une voix ferme. Avant que Nathan te convainque que cela ne détruirait pas ce que nous avions, avant d'ignorer chacun de mes avertissements. Tu n'as pas pensé à nos enfants, Vanessa, tu n'as pensé qu'à toi. Ses pleurs devinrent encore plus déchirants, mais je ne m'arrêtai pas. Si tu veux vraiment continuer à voir Noah, Sofia et Lily, prouve-le. Sois la mère qu'il mérite. Pas la femme qui a sacrifié la stabilité de sa propre famille pour gagner l'approbation de son patron. Je pris mon dossier, le même que j'avais porté pendant 8 ans au bureau, et me dirigeai vers la sortie. Avant de franchir la porte, je me retournai une dernière fois. Je ne te laisserai pas entraîner les enfants dans ton désastre. Ils ont besoin de paix, pas de drame. Ils méritent un père qui les mette en premier, et c'est ce que je vais faire. En sortant, l'air de septembre était frais et limpide, comme si le monde avait lui aussi décidé de recommencer. Mon avocat marchait à mes côtés sans trop parler, mais avec la satisfaction évidente de celui qui sait que le résultat était juste. « Tu as fait la bonne chose, Ian, dit-il en arrivant aux voitures. Ces enfants ont besoin de stabilité, et Vanessa ne peut pas la leur offrir en ce moment. » J'acquiesçai, mais mon esprit était déjà à la maison, imaginant Noah, Sofia et Lily qui m'attendaient avec la nounou, sans comprendre pourquoi leur père avait dû retourner au tribunal une fois de plus. Pour la première fois depuis presque un an, j'avais une réponse, les choses allaient enfin revenir à la normale. Il n'y aurait plus de chaos, ni de disputes, ni de décisions absurdes qui bouleverseraient leur monde. Juste nous, en train de reconstruire quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui avait un jour été notre famille. Ce n'était pas la fin heureuse que j'avais imaginée en me mariant, mais c'était une nouvelle chance de vivre sans le poids des erreurs des autres. 6 mois plus tard, la vie avait complètement changé. Le silence gênant avait été remplacé par des rires, par des routines qui avaient retrouvé du sens, par des matins sans surprise. Les enfants s'étaient adaptés mieux que je ne l'imaginais. Je m'étais mis à cuisiner. Sofia avait commencé la danse classique, et Lily ne cessait de poser des questions sur tout. Certains soirs, quand la maison s'était tue, je restais à regarder leurs photos sur l'étagère de la salle à manger. 3 sourires sincères qui me rappelaient pourquoi tout cet effort en avait valu la peine. J'avais appris à cuisiner sans brûler le dîner, à faire des tresses dans les cheveux de mes filles et à ne pas regarder en arrière. Vanessa apparaissait encore aux marges de nos vies, essayant de reconstruire quelque chose qui n'existait plus. Elle appelle, elle promet, elle pleure. Mais les promesses arrivent trop tard quand la confiance a été brisée. Les enfants la veulent encore, et je ne les en empêche pas. Ils apprendront avec le temps que l'amour peut aussi faire mal et que, parfois, la chose la plus saine est de garder ses distances. Il y a quelques jours, en déposant Sofia à l'école, je me suis arrêté un instant devant le portail. J'ai vu d'autres parents pressés, des enfants qui couraient, et j'ai pensé que, malgré tout, nous y étions arrivés. Je n'ai pas une histoire parfaite, mais j'ai la paix. Je n'ai pas la famille que j'avais imaginée,
mais j'en ai une qui tient debout sur la vérité. Ce soir-là, quand Noah m'a demandé de regarder un film, j'ai accepté sans réfléchir. Tous les trois se sont blottis contre moi sur le canapé, entre rire et coussin. Dehors, il pleuvait, mais à l'intérieur régnait un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. La vie ne te rend pas toujours ce que tu as perdu, mais elle t'offre parfois quelque chose de plus précieux, la clarté. Et tandis que je voyais mes enfants s'endormir un à un, je sus avec certitude que nous n'étions plus les décombres de quelque chose qui s'était brisé. Nous étions le début de quelque chose que, cette fois, nous allions vraiment construire. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, que dire? Parfois, l'amour, c'est laisser votre partenaire réaliser son rêve de devenir une couveuse de luxe pour son patron. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes automatiquement un monstre égoïste qui ne comprend rien à la générosité. Magnifique morale, détruisez votre famille, mais faites-le avec un sourire altruiste. Chapeau. #leçon de vie #gestation pour autrui #divorce gagnant.